Avant, chaque région de France avait son propre style de maison, un temps où la pierre, le bois, la terre battue racontaient l'histoire d'un terroir. Aujourd'hui, ces maisons ont presque disparu des nouveaux paysages. Pourtant, elles témoignaient d'un art de vivre, d'un savoir-faire et d'un enracinement que l'on ne retrouve plus. Ces édifices n'étaient pas seulement des abris, mais de véritables témoins de notre histoire collective. Chaque région de notre beau pays avait développé son propre langage architectural, en harmonie parfaite avec son environnement, son climat et ses traditions. Mais pourquoi ces maisons traditionnelles ont-elles progressivement disparu de notre paysage ? L'évolution des normes de construction a considérablement changé la donne. Les réglementations thermiques, les normes antisismiques, les contraintes d'accessibilité ont rendu complexe la reproduction de ces modèles anciens. La disparition progressive des matériaux traditionnels y est également pour beaucoup. Les carrières locales ont fermé les unes après les autres, les essences de bois spécifiques sont devenues rares ou protégées. L'industrialisation du bâtiment a également sonné le glas de ces constructions artisanales. Les entreprises privilégient désormais les matériaux standardisés, plus rapides à mettre en œuvre et moins coûteux. Commençons notre voyage à travers ces styles oubliés par la Bretagne avec sa célèbre longère. Maison basse et allongée, la longère bretonne s'étire face au paysage comme pour mieux résister aux assauts du vent. Construite en granit ou en schiste, elle s'ancre solidement dans le sol. Ses murs épais, parfois de plus de 80 cm, offraient une isolation remarquable contre l'humidité et les variations de température. La longère était presque toujours orientée plein sud, tournant le dos au vent dominant, avec peu d'ouverture côté nord. Son faible débord est caractéristique du style breton, conçu pour résister aux bourrasques. La silhouette sobre et allongée de la longère s'inscrivait parfaitement dans les paysages de bocage, créant cette harmonie si caractéristique des campagnes bretonnes d'antan. Si l'on se déplace vers l'est, vers l'Auvergne, l'Isère ou le Lyonnais, on découvre un autre type d'habitat traditionnel fascinant, la maison en pisé. Véritable prouesse technique, le pisé est une méthode de construction consistant à tasser de la terre crue dans un coffrage en bois. Une fois le coffrage retiré, le mur ainsi formé séchait à l'air libre, devenant progressivement aussi dur que de la pierre. Ces maisons en pisé offraient un confort extraordinaire, fruit d'une sagesse ancestrale. Grâce à l'inertie thermique exceptionnelle de la terre, elles restaient fraîches en été et conservaient la chaleur en hiver. Un principe simple mais efficace, la masse des murs absorbait lentement la chaleur du jour pour la restituer pendant la nuit. L'épaisseur des murs, souvent supérieure à 50 cm, renforçait encore cet effet régulateur. La terre utilisée provenait directement du terrain où l'on bâtissait, créant ainsi un lien intime entre la maison et son environnement. Cette terre était soigneusement préparée, débarrassée des cailloux et des racines, puis mélangée avec un peu de paille ou de chaux pour en améliorer la cohésion. Aujourd'hui, cette technique écologique avant l'heure est largement oubliée. Jugée trop contraignante, nécessitant un savoir-faire spécifique et difficile à concilier avec les normes modernes, elle a cédé la place aux matériaux industriels. Dans les régions d'élevage comme l'Alsace, la Bourgogne ou la Normandie, c'est un autre modèle qui s'était imposé, la ferme en U ou en L. Ces constructions ingénieuses réunissaient sous une même unité architecturale la maison d'habitation, la grange et l'étable. Organisées autour d'une cour centrale, elles créaient un espace protégé des regards extérieurs, un véritable microcosme où se déroulait l'essentiel de la vie paysanne. L'agencement de ces fermes répondait à une logique implacable. La partie habitation, généralement orientée au sud, bénéficiait du maximum d'ensoleillement. Les étables, quant à elles, étaient souvent placées à l'est ou à l'ouest. La chaleur dégagée par les animaux contribuait au chauffage de l'ensemble. Les granges et les zones de stockage, moins sensibles aux variations de température, se trouvaient au nord. La charpente formait souvent un volume unique couvrant l'ensemble des bâtiments, créant cette silhouette caractéristique que l'on repérait de loin dans le paysage. Les matériaux variaient selon les ressources locales. Aujourd'hui, si ces maisons subsistent encore dans nos villages viticoles, elles ont été largement transformées. Les chais reconvertis en garages ou en pièces d'habitation. Et surtout, ce modèle a complètement disparu de la construction neuve, remplacé par des pavillons standardisés qui ne racontent plus rien du métier de leurs habitants. En montant vers les hauteurs des Alpes ou du Jura, le paysage architectural change radicalement avec l'apparition du chalet de montagne traditionnel. Construction en bois massif, le chalet alpin était la réponse parfaite aux contraintes d'un environnement rude. Sa silhouette est immédiatement reconnaissable, un soubassement en pierre, des murs en madrier de bois empilés horizontalement, un toit à forte pente couvert de tavaillons ou d'ardoises. Cette pente prononcée du toit n'était pas un simple effet esthétique, mais une nécessité face aux abondantes chutes de neige. Elle permettait à la neige de glisser plutôt que de s'accumuler dangereusement. Les larges avant-toits protégèrent les façades et créaient des espaces abrités autour de la maison, indispensables pour stocker le bois ou s'abriter lors des intempéries.
Aujourd'hui, si l'on construit encore des chalets en montagne, ils n'ont plus grand-chose à voir avec ces modèles traditionnels. Les chalets contemporains sont souvent des constructions hybrides où le bois n'est plus qu'un habillage superficiel sur une ossature standard. Les proportions harmonieuses d'antan ont cédé la place à des volumes disproportionnés, répondant davantage aux exigences du marché de l'immobilier touristique qu'à une logique d'adaptation au milieu. Simple évocation nostalgique d'un art de bâtir pratiquement disparu. Dans les régions plus méridionales, comme la Provence ou le Quercy, c'est un autre style qui s'était développé, la maison en pierre sèche, technique ancestrale. S'il en est, la construction en pierre sèche consiste à empiler des pierres sans aucun mortier, en les calant soigneusement les unes contre les autres pour assurer la stabilité de l'ensemble. Ces constructions naissaient littéralement du sol qui les portait. Les pierres utilisées provenaient le plus souvent de l'épierrage des champs environnants. En dégageant leurs parcelles des pierres qui gênaient les cultures, les paysans se procuraient du même coup leurs matériaux de construction. Une économie de moyens parfaite qui témoigne de la sagesse pratique de nos ancêtres. Les toits, souvent en lauze, fines plaques de pierre ou en tuiles canal posées directement sur des lambourdes, complétaient cet ensemble d'une sobriété trompeuse. Car sous l'apparente simplicité de ces constructions se cachait un art consommé, fruit d'une expérience millénaire. La maison en pierre sèche a pratiquement disparu du paysage de la construction neuve, victime de sa lenteur d'exécution et de la raréfaction des artisans maîtrisant cette technique exigeante. Toujours dans le sud, mais avec une toute autre allure, la Bastide provençale représente un autre style emblématique. Avec son volume simple, carré ou rectangulaire, ses murs en pierre blonde ou enduits d'ocre clair, ses toitures en tuiles canal d'un rouge chaleureux, elle incarne l'image même de la Provence traditionnelle. La Bastide était à l'origine une ferme fortifiée, établissement agricole d'importance qui dominait son terroir. Autour de la Bastide s'organisait tout un univers. La cour, souvent ombragée par un platane centenaire. Le potager, entouré de haies de cyprès pour le protéger du mistral. Plus loin, les champs d'oliviers ou de lavande. Un microcosme parfaitement ordonné où chaque élément avait sa place et sa fonction. Construire une véritable Bastide aujourd'hui serait un luxe inaccessible à la plupart. Les matériaux nobles qu'elle exige, la qualité d'exécution qu'elle demande, les volumes généreux qu'elle suppose, tout cela représente un investissement considérable. Ce que l'on appelle aujourd'hui Bastide dans les catalogues des constructeurs n'est souvent qu'une pâle évocation qui emprunte quelques codes esthétiques sans retrouver l'esprit profond de ces demeures emblématiques. Descendons maintenant vers le sud pour découvrir le Mas cévenol ou languedocien. Bâti en pierre sèche ou en moellon lié à la chaux, le mas était la réponse parfaite aux contraintes d'un climat méditerranéen parfois rude. Sa silhouette massive, ancrée dans le paysage, témoigne de siècles d'adaptation à un environnement exigeant. Le mas s'organisait généralement sur 2 niveaux. Le rez-de-chaussée, souvent semi-enterré côté nord, abritait les animaux, les outils, parfois le pressoir ou le cellier. Cette disposition ingénieuse permettait de profiter de la chaleur dégagée par les bêtes pour tempérer l'étage supérieur où vivait la famille. Les murs, d'une épaisseur impressionnante, souvent plus de 60 cm, offraient une inertie thermique remarquable, conservant la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Des Landes au Béarn, c'est encore un autre style qui s'était imposé, la maison de plain-pied, souvent reconnaissable à sa charpente en bois apparente et à ses grandes avancées de toit. Ces maisons basses, solidement ancrées dans le sol, offraient une résistance remarquable aux vents parfois violents de la région. La charpente, élément majeur de ces constructions, était réalisée en chêne ou en châtaignier, bois locaux réputés pour leur résistance. Les fermes apparentes, souvent richement travaillées, témoignaient du savoir-faire des charpentiers locaux. L'organisation de ces maisons répondait aux besoins de la vie rurale traditionnelle. Ces maisons landaises ou béarnaises s'inscrivaient parfaitement dans leur environnement. Vers l'est, la Franche-Comté nous offre un autre exemple saisissant d'architecture traditionnelle avec sa ferme comtoise. Immédiatement reconnaissable à sa grande toiture à croupe qui descend presque jusqu'au sol à l'arrière, cette ferme emblématique incarnait parfaitement l'alliance entre esthétique rustique et praticité absolue. La particularité la plus frappante de la ferme comtoise était sans conteste cette immense toiture qui englobait, sous un même volume protecteur, l'habitation, l'étable, la grange et les espaces de stockage. À l'arrière de la ferme, le toit descendait presque jusqu'au sol, formant ce qu'on appelait le tuyer, espace abrité où l'on stockait le bois de chauffage pour l'hiver. À l'intérieur, au cœur de la maison, se trouvait le tuyer, vaste cheminée pyramidale où l'on fumait jambon, saucisses et autres charcuteries. Les matériaux utilisés étaient bien entendu locaux, pierre calcaire du Jura pour les soubassements et les murs, bois des vastes forêts environnantes pour la charpente imposante, tavaillon, petites planchettes de bois ou tuiles plates pour la couverture. Ces fermes s'intégraient parfaitement dans le paysage des plateaux jurassiens, comme si elles en étaient le prolongement naturel.
En descendant vers le sud du bassin parisien, les demeures du Perche ou du Gâtinais nous offrent encore un autre visage de l'habitat traditionnel français. Ces maisons élégantes, avec leurs toits en tuiles plates, leurs encadrements en pierre soigneusement taillées et leurs enduits à la chaux, incarnaient une certaine idée de la France rurale. Sobre mais raffinée, rustique mais empreinte de noblesse. Les proportions de ces demeures étaient particulièrement harmonieuses. Ni trop hautes, ni trop basses, elles s'inscrivaient parfaitement dans le paysage vallonné de ces régions. Les façades, rythmées par des ouvertures aux proportions étudiées, dégageaient une impression d'équilibre et de sérénité. Les toits, couverts de petites tuiles plates aux teintes nuancées allant du brun au rouge sombre, couronnaient l'ensemble d'une silhouette caractéristique. Les matériaux locaux étaient mis en valeur avec un art consommé. La pierre calcaire, utilisée pour les chaînages d'angles et les encadrements de fenêtres, contrastait délicatement avec les enduits à la chaux teintés aux ocres naturels. Cette bichromie subtile donnait vie aux façades, les animant différemment selon la lumière des heures et des saisons. L'intérieur de ces demeures reflétait le même souci d'élégance discrète. Mais pourquoi tous ces styles sont-ils si difficilement reproductibles aujourd'hui? Les raisons sont multiples et s'entremêlent pour former un faisceau d'obstacles pratiquement insurmontable. Le coût des matériaux nobles est sans doute le premier frein. La pression immobilière joue également un rôle crucial. Dans un contexte où le prix du foncier ne cesse d'augmenter, les surfaces constructibles se réduisent comme peau de chagrin. Les parcelles étroites des lotissements contemporains ne permettent plus de déployer les volumes généreux des fermes d'antan ou les cours intérieurs des mâts et des bastides. Les normes actuelles de construction constituent un autre obstacle majeur. Si les réglementations thermiques, antisismiques ou d'accessibilité répondent à des impératifs légitimes, elles sont souvent difficilement compatibles avec les techniques traditionnelles. L'uniformisation des modèles, enfin, reflète une évolution plus profonde de notre rapport à l'habitat. La maison n'est plus forcément conçue pour durer plusieurs générations, pour s'inscrire dans un terroir, pour témoigner d'une appartenance. Elle est devenue un bien comme un autre que l'on occupe quelques années avant de le revendre pour suivre les évolutions de sa vie professionnelle ou familiale.